Merci. La parole est maintenant Monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe UMP pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est une bien curieuse proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui à l'initiative du groupe GDR sur la modulation des contributions des entreprises. Curieuse non pas sur le fond, eu égard aux positions parfois un peu dogmatiques dont nous avons l'habitude avec nos collègues du groupe GDR, mais curieuse tant l'examen d'un tel texte dans le contexte économique actuel apparaît décalé par rapport à l'urgence de la situation et aux mesures qu'il convient de mettre en place pour redresser nos comptes publics. Le texte ouvre une réflexion intéressante. Le débat qui a eu lieu en commission des finances était d'ailleurs de qualité, mais les auteurs se trompent du tout au tout sur les réponses qu'ils proposent. Ce dont nous parlons aujourd'hui est une attaque en règle envers les entreprises et la traduction législative d'une méfiance à l'égard des acteurs économiques, alors qu'il conviendrait au contraire d'envoyer des signaux positifs d'encouragement à la reprise et de dynamiser notre compétitivité afin de créer de l'emploi. Le texte qui nous est proposé envoie un message opposé, un message très clair de défiance. Premièrement, et c'est le cœur du texte, il nous est proposé de réformer l'impôt sur les sociétés en mettant en œuvre 4 taux d'imposition en fonction de la taille des entreprises et en modulant les taux en fonction de l'utilisation que les entreprises font de leurs bénéfices, selon que ceux-ci vont à l'investissement et à l'emploi ou sont au contraire distribués aux actionnaires. Le texte propose ainsi un taux majoré de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui obéissent à la logique de court terme des marchés au détriment de l'intérêt général, pour reprendre les termes de l'exposé des motifs. On peut discuter de l'idée de moduler le taux de l'impôt sur les sociétés, qui n'est pas en soi une mauvaise idée. Mais cette modulation ne peut se faire en fonction du chiffre d'affaires. On pourrait envisager d'autres critères, comme par exemple une modulation en fonction du taux de marge. Ce serait du moins une piste à explorer. En l'état, la proposition n'est pas acceptable car elle impose une logique de punition quand il faut, au contraire, encourager l'activité économique de notre pays. La réforme de l'impôt sur les sociétés proposée va complètement à l'encontre des besoins des entreprises qui dénoncent constamment l'instabilité fiscale. Je l'entends dans ma circonscription en Mayenne, mais vous devez, chers collègues, l'entendre également dans l'ensemble de vos territoires, que l'on soit dans les territoires ruraux ou dans les zones urbaines. Une telle réforme devrait pour le moins s'inscrire dans une réforme globale de la fiscalité des entreprises afin de permettre à nos entreprises, à nos TPE, à nos PME et aux grands groupes aussi, bien sûr, de se développer, de conquérir des marchés et de créer de l'emploi. Malgré les annonces faites par Jean-Marc Ayrault l'année dernière, force est de constater que le président de la République et ce nouveau gouvernement ont reculé sur le sujet. Les auteurs de cette PPL ne sont certes pas responsables de cette reculade, mais il aurait été intéressant d'évoquer ce sujet dans le cadre des assises de la fiscalité des entreprises. D'autant que lors de la campagne présidentielle de 2012, le candidat Hollande plaidait pour une plus grande lisibilité de l'impôt sur les sociétés et avait même inscrit la différenciation du taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de la taille des entreprises dans ses engagements avec 3 taux, 35, 30 et 15. Or, dans le cadre du pacte de responsabilité, vous vous rappelez, monsieur le rapporteur, qu'il est prévu que le taux normal passera de 33,3 actuellement à 28% en 2020 avec une première étape dès 2017, ce qui laisse entendre que l'engagement du candidat a été enterré par le président de la République, un de plus, me direz-vous, légitimement. Deuxièmement, le texte propose des mesures dites de financement dynamique de la protection sociale. Mes chers collègues, ces mesures sont irréalistes, sans aucune considération du contexte de crise que connaissent les entreprises françaises depuis 2008, parce que ça a été nié aussi tout à l'heure par l'orateur socialiste. Si pendant 10 ans, il y a eu la droite n'a pas contribué au redressement, c'est bien parce qu'on a connu une crise qui a été niée par le candidat François Hollande pendant la campagne de 2012. Mais nous, en 2008, on a connu la crise et c'est ce qui a entravé le redressement économique et le redressement des comptes publics. Le texte propose de majorer les cotisations sociales patronales pour sanctionner la stratégie financière des uns et le recours au temps partiel ou à l'intérim des autres. Il crée ainsi 2 cotisations additionnelles et la possibilité d'une majoration de 10%. Dès lors que l'on veut nier la situation économique, il est normal de faire des propositions
décalées. Toutefois, le contexte actuel appelle à la responsabilité et ne nous laisse aucune marge pour des mesures fantaisistes destinées à sanctionner plutôt qu'à encourager et aller dans le sens de la compétitivité et de la création d'emplois. Il faut simplifier et baisser les charges, au contraire de complexifier et d'ajouter des contraintes aux entrepreneurs qui n'en peuvent plus des contraintes, des contrôles et de l'instabilité fiscale. À l'heure du soi-disant choc de simplification, qui continue de se faire attendre, Monsieur le ministre, ces contraintes supplémentaires semblent pour le moins contradictoires, alors que l'idée initiale partait d'un bon sentiment en voulant simplifier les taux de l'impôt sur les sociétés. Le texte propose en outre la suppression tant des allégements dits Fillon que du CICE. On sait que les auteurs de la PPL désapprouvent également le plan de baisse du coût du travail annoncé par le nouveau gouvernement, et notamment la baisse des cotisations familiales. Le groupe UMP pourrait partager en partie ce désaccord, mais pour des raisons diamétralement opposées. Le financement de ce plan étant encore inconnu dans le détail. Je rappelle que le CICE, voté depuis plus d'1 an, n'est toujours pas intégralement financé. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il n'est pas d'une simplicité à mettre en œuvre sur le terrain. Les entrepreneurs aussi nous le disent dans nos circonscriptions. Dès lors, on peut s'inquiéter du financement de nouvelles mesures pourtant déjà annoncées. À l'inverse de votre groupe, monsieur le rapporteur, le groupe UMP soutient les allègements de charges sur les bas salaires, car nous pensons que dans notre pays, le chômage concerne essentiellement les personnes faiblement qualifiées. Il convient de ramener ces personnes vers l'emploi, et l'emploi doit être le seul objectif, et des emplois dans les entreprises, dans le secteur privé, pas des emplois d'avenir qui sont financés par de la dette, qui sont financés par des impôts, qui augmentent massivement ces derniers temps. Le CICE, même s'il est complexe, il n'a pas été inintéressant à ce titre, à ceci près qu'il est moins efficient que ne le serait une remise à plat importante des cotisations sur les bas salaires. C'était tout le sens de la TVA compétitivité qui avait été votée par la précédente majorité et que le gouvernement socialiste s'est empressé de supprimer à son arrivée au pouvoir à l'été 2012. Et au bout de quelques mois de gouvernement, François Hollande a probablement compris son erreur et a tenté de bricoler un crédit d'impôt qui n'est ni plus ni moins une TVA sociale au rabais, sans avoir les avantages réels que procurait la TVA compétitivité sur notre économie et que de temps perdu. Cette proposition de loi porte un coup de massue sans précédent sur la compétitivité des entreprises. Réformer l'impôt sur les sociétés et supprimer d'un coup l'ensemble des aides aux entreprises ressemble à la stratégie de la terre brûlée. On ne s'y prendrait pas autrement pour dégrader durablement le tissu entrepreneurial français et l'emploi. Dans le contexte économique que nous connaissons, alors que la reprise s'installe partout en Europe, sauf en France, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous payer. Si le texte, enfin, est utile à la réflexion, c'est uniquement au sens où il nous permet de cerner les différences qui existent entre les différentes sensibilités de la représentation nationale. Dès lors que nous sommes dans une économie ouverte et mondialisée, nous ne pouvons approuver des mesures préconisées qui rétracteraient l'activité et qui compromettraient donc le redressement économique de notre pays. Ce texte transcrit un véritable climat de défiance à l'encontre des entreprises. Or, nous avons besoin des entreprises, on a besoin d'entrepreneurs pour redresser le pays. C'est pourquoi le groupe UMP votera contre ce projet. Je vous remercie.